Yes. Ah, Natacha aussi. Hey, salut Natacha. Salut, ça va? Oui, toi? Chantal, t'as un beau fond d'écran? Guillermo en arrière. T'as toujours des fonds d'écran hallucinants, tu fais vraiment de la télé. Hein? Tant qu'à faire. J'ai mis Armand en arrière de moi. Là. Salut Philippe. J'ai la présidente d'Armand, j'ai pas le Salut choix. Charles. Bonjour Bon, Philippe. ça va bien? Oui, Je la toi? tête qui arrive dans le milieu. Oui. Arrive dans le milieu, ouais, c'est bon. Quand ta tête arrive dans le milieu. Oui, c'est ça. C'est quoi qui est en arrière de ta tête? Non, j'ai un autre. En même temps aussi, je dirais pourquoi la gouvernance de l'information est importante pour moi, parce que pour moi, les deux sont intrinsèques. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise ou une organisation qui peut fonctionner sans gouvernance numérique, sans gouvernance de l'information. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre entre la performance et la conformité dans les organisations. Et c'est ce qui permet justement de bien établir les rôles et responsabilités, de mettre en place des équipes pluridisciplinaires pour ce faire, qui permet de mettre de la transparence, de la confiance aussi avec nos clients, parce qu'on s'entend que quand on parle de gouvernance numérique, on ne parle pas juste d'entreprise et d'organisation, on parle de monsieur, madame, tout le monde, puis on parle beaucoup, en tout cas dans les entreprises, des clients. Donc, de faire plus de liens, plus de collaboration, d'être au fait de ce que les clients pensent, d'aller chercher l'information chez le client. Puis d'avoir aussi une certaine réglementation, un état de droit qui fait qu'il y a un cadre normatif, puis qu'on peut normaliser tout ça, avec beaucoup d'éthique, bien sûr, beaucoup de participation, puis beaucoup de communication. Je pense qu'avec notre ami COVID-19, on l'a bien vu, ça a été un accélérateur, mais dans le fond, tout était déjà en place pour ce faire. Donc, la gouvernance numérique, on est en plein dedans. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dans 6 mois. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dedans. On ne l'a juste peut-être pas tout à fait réalisé. Puis là, ben, on le réalise de plus en plus. Excellent. Est-ce que quelqu'un, Natacha, je te laisse y aller. Oui, je peux peut-être prendre la balle au bon. En fait, pour faire du pouce sur ce que Chantal dit, je pense que la gouvernance numérique, oui, c'est vrai, c'est maintenant, ça commence à s'établir dans les organisations. Et je pense que c'est un incontournable parce que les problèmes au niveau de la gestion de l'information sont de plus en plus complexes. Les enjeux sont complexes aussi. On a juste à penser justement aux enjeux de transparence, de protection des renseignements personnels, d'informations sensibles. Où là, au niveau de la gestion de l'information, on l'a vu avec l'émergence du numérique, mais là, on a plusieurs professionnels dans le même carré de sable qui travaillent ces mêmes problématiques, ces mêmes enjeux, donc d'où l'importance d'avoir quand même une vision qui soit commune. Tout ce qui est les fuites, les pertes d'informations aussi. Donc, les enjeux sont beaucoup plus complexes et il y a beaucoup plus d'acteurs, justement, qui sont mobilisés autour de ces enjeux-là. Donc, ça devient important d'avoir une gouvernance qui soit bien établie, qui soit commune aux acteurs. J'ajouterais que historiquement, c'est mon droit, je suis plus ancien là. Historiquement, on a bâti des systèmes d'information depuis 30 ans et on appelait ça système d'information. Et on a bâti ça autour de données, dans des bases de données. Et on a découvert par la suite qu'il y avait aussi des données dans les documents, dans des fax, dans des courriels, etc. Et donc aujourd'hui, la gouvernance, ce n'est pas une décision marketing d'éditeur ou de fournisseur, c'est réellement une nécessité. Et les aspects de sécurité que Natacha cite ou de conformité que Chantal cite ont poussé dans ce sens-là. Donc vraiment, si on veut avoir une gestion de l'information, la gouvernance est implicite. OK. Et par rapport avec la gouvernance traditionnelle, c'est quoi la différence entre la gouvernance traditionnelle et la gouvernance numérique? On va faire un peu de millage là-dessus. Simplement, on tient compte de ce qui est dans des documents et non pas simplement dans des bases de données. Et si on a une nouvelle loi qui arrive pour la protection des renseignements personnels et qu'on dit on va épurer nos bases de données et qu'on oublie qu'on a des archives documentaires électroniques et qu'on a aussi des archives documentaires papier, on est hors la loi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. La gouvernance d'entreprise, on s'entend que c'est à haut niveau, c'est souvent dans les affaires corporatives. Puis je pense que la gouvernance numérique, c'est parce qu'il y a été longtemps où, et puis c'était bien comme ça, que le numérique était plus du côté des technologies de l'information et le papier était plus du côté de la gestion documentaire ou de l'archivistique à l'époque. Là, on se rend compte que c'est de l'information qu'on gère. Ce n'est pas des papiers, ce n'est pas des PowerPoint ou c'est vraiment l'information contenue dans ces supports-là. Donc, on ne peut plus séparer gouvernance de données de gouvernance documentaire ou de gouvernance de l'information. Ça fait partie de la gouvernance d'entreprise. Et bien sûr, des fois, dans certaines entreprises, ce sont deux choses un peu distinctes, mais
faut absolument que ces choses-là soient ensemble, se parlent, évoluent de la même façon. Donc, on ne peut pas aller d'un côté acheter un système technologique pour gérer des données, puis ne pas penser à ces données-là, comment au bout comment cet actif informationnel-là va être utilisé, va être conservé, va être géré. Donc, il y a un lien à faire avec tout ça. Puis je pense que c'est ça l'enjeu, c'est comme disait Natacha, c'est que c'est pluridisciplinaire. De plus en plus, ça touche autant protection de la vie privée, autant données personnelles, autant technologie de l'information, gestion de l'information, les archives historiques, même parfois ressources humaines, les finances. Donc, c'est vraiment un tout, puis je pense qu'on ne peut pas y arriver si chacun de notre côté, on avance séparément. Donc, d'où la gouvernance comme telle, que ce soit la gouvernance de l'entreprise, la gouvernance numérique et la gouvernance de la gestion de l'information. Pour moi, c'est tout un tout. C'est toutes des parties d'un tout et non des choses différentes. OK. Et si on se concentre sur la partie gestion de l'information, vu que, tu sais, quand on vous a au bout de la ligne, donc on va en profiter, ce serait quoi la part de la gestion de l'information pour s'assurer d'avoir une bonne gouvernance numérique? Donc, si on allait plus dans le détail, ce serait quoi les éléments à miser dans la gouvernance de l'information pour avoir une bonne gouvernance numérique? Mais si je peux débuter, c'est que si je pars des principes d'ARMA, comme vous voyez derrière moi un petit peu, j'en mange l'ARMA, donc je suis la présidente d'ARMA Montréal. Il y a 8 grands principes à ARMA, donc qui sont la responsabilité, l'intégrité, la protection, la conformité, la disponibilité, la conservation, la disposition et la transparence. Je pense que quand on garde ces 8 principes-là en tête et qu'on les fait évoluer dans une maturité numérique, parce qu'on s'entend que quand on commence, on n'est peut-être pas mature dans ces 8 grands principes-là, je pense qu'on peut vraiment réaliser une gestion de l'information. Bien sûr, on va le voir, il y a des enjeux, il y a des défis, il y a une énorme gestion de changement à faire, malgré qu'on est dedans. Il y a toujours de la gestion de changement à faire, mais pour moi, ce sont les 8 grands principes vraiment à suivre en gestion de l'information. Mais bien sûr, il y a bien d'autres choses, puis je vais laisser mes collègues poursuivre. Natacha, de ton côté, ce serait quoi les éléments? Bien, je pense que les éléments, un peu pour faire, je ne veux pas dire pour faire comme Chantal, parce qu'on niaisait avec ça tantôt, mais en même temps, oui, il y a la question des 8 principes d'ARMA. Tu sais, je pense que le rôle au niveau de la gestion de l'information, c'est vraiment d'intervenir au niveau de la gestion des contenus informationnels. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, que ce soit les données, la gestion des connaissances, la gestion de l'information, la gestion des archives. Donc, d'avoir un contrôle, puis je pense qu'au niveau de la gestion de l'information, on est formé pour intervenir à ce niveau-là. Mais je pense qu'un des aspects qui soit le plus important, outre les 8 principes d'ARMA, il y a toute la collaboration aussi qui doit s'établir avec les différents professionnels. Donc, même si c'est au niveau de la gestion de l'information, cette collaboration-là qui doit s'établir entre les différents professionnels, c'est un aspect qui est absolument essentiel, qu'on doit mettre de l'avant au niveau de la gestion de l'information. Et à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la gestion de l'information, on a quand même un gros travail à faire en termes de sensibilisation, ou le terme anglais, je trouve qu'il reflète mieux ce que je veux dire, en fait, en termes d'advocacy, de promotion finalement, de comment est-ce que nous, on peut contribuer au niveau de la gestion de l'information. Moi, j'ajouterais que je vais être un peu plus concret, je vais dire j'ai 2 finalités. Là, j'ai une facture qui va rentrer dans mon compte de dépenses. Et c'est une facture, j'ai acheté un matériel électronique pour mon travail. D'accord? Donc, je peux le ranger légitimement avec la comptabilité, je peux le ranger avec mes affaires de banque, je peux le ranger avec mon outil pour gérer les contrats et les garanties. Donc, la finalité, c'est d'être garant que je vais l'enregistrer une seule fois dans mon système d'information et je vais le mettre à disposition de différentes personnes. C'est ce qu'on appelle par ailleurs l'ubiquité. Donc, ce document qui est anodin, moi, j'en ai une vision et une utilité. Peut-être que quelqu'un d'autre dans l'organisation en a une vision et une utilité aussi pour la partie de garantie, etc. Un autre exemple, je suis aux ressources humaines et j'ai Jacques Tremblay qui est développeur Java. Eh bien, vu dans l'entreprise aujourd'hui, il est vu comme un développeur Java. Parce qu'à un moment donné, il a rentré son CV, mais on a retenu que sa fonction de développeur Java. On ne sait pas que c'est un super spécialiste en retouche d'image. On ne sait pas que c'est un gars qui sait faire tout un tas de choses. Donc, la gestion de l'information, c'est d'être capable d'extraire à un moment donné d'un document qu'on reçoit, un CV, toute la richesse qui concerne la personne
pour la mettre à disposition à la communauté de l'entreprise. C'est tout. Donc, en résumé, ça demande énormément d'interopérabilité. Ça demande d'être en maîtrise de l'exhaustivité de mes informations. Donc, ça s'appelle techniquement une indexation complète de tout ce que j'ai et ça va m'assurer que j'ai le document en un seul endroit et dans la dernière version. Je suis capable d'avoir les versions et j'ai des règles par-dessus ça, notamment les règles d'accès, qui fait que Chantal a des droits, Natacha en a d'autres, et il y a une partie convergente. Et en même temps aussi, il y a des règles de conservation qui font en sorte que quand le document n'a plus à être conservé, surtout au niveau des données personnelles, on le voit beaucoup là, avec le RGPD puis bientôt la loi 64 qui s'en vient, que justement, il faut que ce soit très, très bien géré. Il faut savoir exactement sont où ces informations-là, puis combien de temps on les garde et pour quelles raisons on les garde. Donc, à partir de mon indexation globale, je vais appliquer des règles d'affaires qui vont être l'équivalent de la classification, par exemple, qui vont être la gestion des délais de conservation, qui vont être la gestion des droits d'accès essentiellement. Donc, quand quelqu'un va faire une recherche au niveau de l'entreprise, il va avoir la totalité de l'information auquel il a le droit. Et c'est avec ce genre de mécanique que je vais pouvoir parler de sujets comme le client 360, l'employé 360 ou la mission 360 qui me donnent l'exhaustivité de l'information qui concerne un sujet. Okay. Et si on pousse plus loin, là, Philippe, tu parles un peu du système, un peu la finalité, donc le système de rêve, ou pas de rêve, mais à la fin, c'est ce qu'on doit avoir si on fait une bonne gestion d'information. Mais comme Chantal le mentionnait, il y a quand même un degré de maturité pour chaque organisation et à la fois, il y a un degré de maturité et chaque organisation n'a pas une prise de conscience au même niveau de chacun des éléments. Ce qui m'amène à mon autre question. Par où on commence vierge? Par où on le prend? En fait, dans les commentaires, là, je vois dans Converser, il y a quelqu'un qui écrit à l'effet que les gens sont réfractaires. Moi, je pense qu'une des bonnes parties, c'est vraiment, je pense, une question d'évangélisation. De partir avec son bâton de pèlerin et puis de faire le tour. Puis je pense qu'un des enjeux, c'est qu'au niveau de la gestion de l'information, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Tout simplement. Donc, je pense qu'il y a quand même un gros travail de promotion, de marketing, J'avais fait une étude à un moment donné avec 2 collègues, Christine Dufault, Dominique Morel de l'EPSI, pour se rendre compte que dans les projets de gouvernance, les archivistes ou les gestionnaires de l'information sont rarement là, sont rarement même invités, ne sont même pas encore arrivés à la table, tout simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, une des premières étapes, c'est une partie d'évangélisation, puis de s'assurer que les gens puissent savoir comment est-ce qu'on contribue, là, tout en développant évidemment des outils de bonne pratique. En même temps, il faut comprendre que c'est pas sorcier. Là. Je l'ai déjà écrit, c'est pas sorcier la gouvernance d'information et la gestion de l'information. C'est que souvent, les gens ils ont l'impression qu'on arrive là, avec un paquet de trucs, un paquet de documents, puis des choses incompréhensibles. Mais non, c'est pas ça. C'est simple de faire de la gouvernance et de la gestion de l'information. C'est très simple. C'est sûr que ça demande des expertises, on s'entend, mais il faut démontrer aux gens que, dans le fond, ils en font à chaque jour. C'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils en font. Puis des fois, ils en font peut-être pas nécessairement de la bonne façon, ou c'est pas normalisé, ou c'est pas tout à fait conforme entre les personnes. Donc, c'est sûr que si tout le monde s'amuse à classer leurs documents selon leur minding, leur petit hamster en haut, comme je dis souvent à mes étudiants, bien, il n'y a personne qui ne va rien trouver, à moins d'avoir un super système, comme disait Philippe, là, qui est indexé à mort, puis qui a 30 métadonnées, puis que là, on peut tout chercher. Moi, je pense que c'est beaucoup. Il faut partir toujours de la personne. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon LinkedIn, là, mais pour moi, une transformation numérique, c'est d'abord un humain, puis ensuite l'information. Puis là, on dit, c'est numérique, ça revient à l'humain. Oui. Peu importe la façon que l'information est faite, que ce soit sur une tablette d'argile ou que ce soit dans du quantique de ce qui s'en vient, c'est l'humain qui est derrière ça. Même l'intelligence artificielle, ce n'est pas vraiment une intelligence, c'est des algorithmes. C'est des algorithmes qui apprennent, mais ils apprennent avec ce que nous, on leur fournit en tant qu'humain. Donc, il faut partir de l'humain. C'est quoi les besoins intrinsèques des personnes que vous avez devant vous, vos clients? C'est quoi qui ont vraiment de besoin? Ça ne donne rien de leur arriver avec un document ça d'épais de règles, puis de politique, puis d'encadrement, tout ça, puis avec le système monstrueux à 300 000 pitons qui ne savent même pas à quoi servent les 300 000 pitons. Si on a besoin d'un seul piton, puis on a seulement une certaine petite politique pour les encadrer. Puis souvent, les gens vont dire,
on ne sait pas comment aller à nos clients. On pense qu'ils ne voudront pas nous suivre, puis ils ne veulent pas être normalisés, puis une conformité. Ce n'est pas vrai. Les gens veulent savoir ce qu'il y en est. Ils ont déjà tellement de choses à faire, à penser dans leur propre travail, que s'ils n'ont pas des enlignements clairs, ben ils vont faire ce qu'ils peuvent avec. C'est pas vrai qu'ils ne veulent pas ces alignements-là. Il faut juste qu'ils les comprennent, puis il ne faut juste pas que ça soit écrit dans du langage hautement scientifique dont on est capable en tant qu'archiviste ou gestionnaire de l'information. Mais comment on fait pour concilier les deux entre le besoin de l'utilisateur ou de l'entreprise? Parce qu'une entreprise, la finalité, à la fin, c'est de réaliser sa mission, puis ultimement, d'avoir de l'argent pour être capable de réaliser sa mission. Il y a une valeur pécuniaire en entreprise qu'on n'a pas nécessairement dans les organismes publics. Mais comment on fait pour concilier les besoins d'entreprise / organisation et les besoins de gestion documentaire, de conformité, etc.? Comment on fait? Je peux le prendre là. C'est que, en fait, l'entreprise, elle fonctionne parce qu'elle a des processus d'affaires. Il faut être au niveau des processus d'affaires. Et dans les processus d'affaires, là, j'ai des humains qui vont prendre des décisions. Et ce qu'il faut, c'est, première chose, supprimer les tâches qui ne sont pas intéressantes et la perte de temps. On pourrait faire un sondage rapidement. Je le fais chez mes clients. En général, un utilisateur qui travaille sur des documents perd 20% de son temps, 20%, à chercher ou à classer un document. Donc, si on amène des solutions pour faciliter son travail, il va embarquer pour nous écouter, pour aller un peu plus loin. Et pour lui permettre de gagner du temps sur ces 20%, on va dire la moitié par exemple, il faut qu'on automatise un certain nombre de choses pour rentrer notamment des métadonnées, pour indexer les documents. Donc, il ne faut pas demander une charge de travail supplémentaire aux gens. Il faut leur vendre un bonbon en leur disant « oui, ça demande une adaptation, mais tu vas être rapidement bénéficiaire. » Et là, le processus d'affaires va être bénéficiaire. Si on rentre avec des règles d'archivage et qu'on dit « tu dois rentrer ton code de classification et rentrer les 3 métadonnées qu'on te demande à la main », en dehors du risque d'erreur, c'est souvent perdu d'avance. Je termine en disant que quand on me demande ce que je fais, j'ai inventé un nouveau titre, en fait. D'accord ? Je travaille sur la transformation numérique et culturelle. Donc, la gestion de changement, on est tous d'accord, c'est le premier élément. Et avant de démarrer un projet, il faut partir par la gestion de changement en commençant par le boss. Et en poussant plus loin, c'est quoi les comportements que l'utilisateur ou qu'une entreprise doit avoir, humain, là? Puis ça, c'est un peu pour tout le monde. Quel comportement il doit être présent pour que quand nous, on arrive, on dit « OK, l'entreprise ou l'organisation est assez mature pour être capable de mettre en place certains éléments. » Est-ce que les types de comportements… Il ne faut pas arriver avec… Je suis d'accord avec le bâton de pèlerin de Natacha, c'est sûr, mais en même temps, il faut être à l'écoute. Si on veut être capable de répondre à un client, il faut d'abord comprendre ses besoins. Moi, j'aime beaucoup le côté design thinking de la chose, c'est-à-dire que si on n'a pas parlé au client, il faut arrêter d'être la personne de gestion de l'information archiviste, ça l'est de moins en moins dans les organisations, qui attend à son bureau que le client vienne le voir. Ça, pour moi, ça n'existe plus. C'est un principe qui ou ça ne devrait plus exister. Ou ça ne devrait plus exister. Ça n'existe plus à Hydro-Québec, mais bien sûr, ça peut être différent dans le reste. On est quand même assez nombreux pour le faire, mais je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. Comme disait Philippe, de bien comprendre les processus, de s'arrimer au plan stratégique des entreprises, de s'arrimer à ce que veut la haute direction, oui, mais en même temps de s'arrimer à ce que veulent aussi les employés opérationnels. C'est que des fois, on va trop s'arrimer au niveau de ce que veut la grande hiérarchie, et on va oublier l'opérationnel. Il faut comprendre qu'il y a de l'opérationnel, il y a du tactique et il y a du stratégique. Et je pense qu'il faut répondre à tous les niveaux. Et pour moi, le niveau le plus important, c'est l'opérationnel, mais bien sûr, après avoir eu l'aval du stratégique et de la haute hiérarchie. Mais je pense que c'est vraiment là qu'on a des gains, c'est vraiment là où on va vraiment améliorer la performance. C'est sûr qu'éventuellement, on va améliorer la performance aussi des conseils d'administration qui vont prendre des décisions éclairées parce qu'ils vont avoir eu la bonne information au bon moment, c'est la bonne personne, puis que l'information est de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a bien des années où on conservait des documents papier parce qu'on avait le seul exemplaire. Aujourd'hui, on en a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire, on n'est pas capable de toute excusez-moi l'anglicisme, de la computer.
avec tout ce qui arrive avec le collaboratif, tout ça, je pense qu'il faut prendre le temps de bien voir qu'est-ce qui est bon pour nous, puis d'être capable de prendre la bonne information, mais de l'information aussi de qualité. Parce que si on fait des data lakes avec plein de données erronées, c'est du garbage in, garbage out, comme on dit en anglais. Donc, on n'aura pas une prise de décision qui va être améliorée. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller. Moi, je pars beaucoup de la base, puis je pense que c'est très, très important d'être à l'écoute, beaucoup à l'écoute de ce que les gens nous disent. Puis, question de revenir à la base, je pense, Chantal, c'est toi qui parlais de quantique. Oui. Sandra pose la question, c'est quoi un document quantique? Est-ce qu'on est capable, tu sais, moi-même, j'aurais de la misère à le définir, là. Est-ce qu'on est capable d'avoir une définition tout court, en fait, là, de qu'est-ce qu'un document ou qu'est-ce qu'un environnement quantique? C'est pas du tout mon domaine, dans le sens que je le suis parce que je fais énormément de veille. Pour ceux qui me connaissent, je fais énormément de veille, donc je sais que ça s'en vient. Je sais qu'on a mis sur place beaucoup d'ordinateurs dans les données, mais je pense que je vais laisser Philippe. Ouais, en fait ce qui caractérise le phénomène quantique, c'est essentiellement une notion de performance. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que, par exemple, pour décoder un document crypté ou trouver un mot de passe, ça va être quasiment instantané, alors qu'il y a 10 ans, ça prenait 10 ans. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et l'élément technique qui est différent, c'est que en informatique traditionnelle, de ce que je sais, en informatique traditionnelle, on est avec des 0 ou des 1. Le quantique, lui, il estime la partie grise. C'est-à-dire qu'il n'est pas affirmatif de façon systématique. Et lorsque vous faites une requête, il va donner des résultats auxquels on ne s'attend pas et qui peuvent avoir de la pertinence. Et mis tout en bloc, on consolide la pertinence et on va donner une information qui n'était pas détectable sans ça. La vision que j'ai actuellement, c'est un petit peu ça. C'est à peu près ça, moi aussi. Sans rentrer dans les qubits et tout ça. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui évolue, donc, tu sais, l'aspect quantique, là. Mais, tu sais, ça fait quand même un bout qu'on en parle, puis, tu sais, je ne veux pas nécessairement aller très à fond sur le quantique, mais est-ce que, tu sais, le quantique et, tu sais, le blockchain, est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner la gestion de l'information? Moi, je pense que ce sont des catalyseurs au niveau de la performance pour le quantique et au niveau de la sécurité pour le blockchain. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état où on est d'une manière générale, si on commençait déjà, je vais être pas insultant, mais je vais être insistant, si on commençait déjà à avoir des documents qui sont lisibles, reconnaissables, avec des fonctions comme l'OCR, on pourrait indexer la totalité de ce qui est dans un document. Et à partir de là, si je rentre un document dans mon système, je vais être capable de considérer que toute information qui est dans un document devient une métadonnée potentielle ou un élément d'accroche pour un engin de recherche. C'est-à-dire que Charles Cormier, aujourd'hui, il est l'animateur. Hier, il était un joueur de soccer. Et c'est aussi un gars avec qui j'ai travaillé il y a tant d'années. Donc, si je le recherche par un endroit ou par un autre, dans la masse de tous mes documents, je vais retrouver des courriels, je vais retrouver des courriels professionnels, personnels, je vais retrouver différentes choses. Oui, puis avant le quantique, il ne faut pas oublier le web décentralisé, le web des données, oui, donc oui, tout à fait, le sémantique, les ontologies. Donc, c'est sûr qu'on n'est plus vraiment dans on est dans le 1 plus 0 toujours, mais il faut penser aussi qu'il faut que les informations aient des liens entre elles. Une information qui est laissée dans un système tout seul, qui n'est jamais regardée, qui n'est jamais lue et on n'a pas fait de la gestion de connaissances dessus, on n'a pas repris ces informations-là pour créer d'autres documents. C'est un peu un document perdu ou ça devient presque un objet de musée, en fait. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de faire des liens avec tout ça. Donc, de faire vraiment des liens entre toutes ces informations-là. Comme tu disais, parce que, bon, on peut rechercher de plusieurs façons. Et puis, les informations contenues dans un document ne sont pas nécessairement sur un seul sujet ou une seule petite partie. Là. Donc, exact. Puis, documents, là, si on parle des documents collaboratifs, si on rentre dans la collaboration comme du Teams, on est loin du Word, là, où il y a un titre. Puis, normalement, ça parle de ce sujet-là. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher à ce moment-là dans ces informations-là. Un site web, c'est un document. Et on s'entend que c'est pas mal plus multimédia qu'un document Word. Exactement. Je regardais les questions, puis Natacha, peut-être, c'est toi qui avais eu
l'approche valorisation puis bâton de pèlerin, là. Ouais. François demande quel truc donneriez-vous à un jeune professionnel devant valoriser la pertinence de la gestion documentaire et des archives dans une transformation numérique dans son organisation? Ben écoute, je pense qu'il y a plusieurs choses. Tu sais, je vais faire du pouce sur ce qui a été mentionné tout à l'heure. La question d'ouverture puis d'être à l'écoute, ça, c'est essentiel. Puis ça, je pense que je le dis déjà aux étudiants, il ne faut pas sous-estimer les conversations de couloir, là, parce que bien souvent, c'est là que les difficultés pop. Ce n'est pas pendant une réunion formelle, là. Donc, d'être ouvert, d'être à l'écoute, d'être surtout flexible. Tu sais, c'est important d'expliquer comment nous, on est contribué, qu'on est en mesure de contribuer finalement à la gestion de l'information de son organisation. Mais je pense aussi pour un jeune archiviste, il faut être ouvert, il faut être flexible, il faut être capable de s'adapter au fonctionnement de son organisation, à la culture informationnelle, la culture organisationnelle de son organisation, et pas nécessairement, je ne devrais pas dire ça, là, mais pas nécessairement toujours bien camper finalement sur les principes et pas en déroger. Ce qu'on veut au final, c'est faciliter la gestion de l'information dans son organisation. Donc, à ce moment-là, il faut être en mesure aussi d'adapter ces outils à la façon de fonctionner de l'organisation. Donc, ouverture, flexibilité, être à l'écoute. Donc, c'est tout, à mon avis, toutes des qualités qui sont essentielles là, pour intégrer le marché du travail. Pardon? Curieux, tout à fait. Curieux, brouillard, essayer des affaires. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, d'essayer des affaires et de sortir, justement, des sentiers battus pour proposer des nouvelles façons de faire. Là. Okay. Excellent. Mais merci, Natacha. Et peut-être pour faire un peu de mille sur cette question précisément-là, nos outils traditionnels, plan de classification et calendrier de conservation, sans faire un débat nécessairement. En fait, je pense que je vais poser la question, ça va faire starter un débat, mais quand on parle de s'adapter, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à dire « Ah, ben cette organisation-là n'est pas assez mature ou n'est pas assez grosse pour avoir un plan de classification? » Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? De dire qu'on ne pourrait pas avoir besoin de certains outils? En fait, le plan de classification, c'est les processus de travail d'une organisation. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui n'ont pas de processus de travail. En tout cas, si c'est le cas pour eux, ils ne survivront pas peut-être longtemps. Donc, je pense que oui, mais il ne faut pas arriver avec le gros plan de classification qu'on a appris à l'université, malgré qu'il est super bien enseigné, je suis sûre, hein, surtout que je peux Natacha à côté de moi, je ne suis pas pour dire que ce n'est pas bon. Mais je pense qu'il faut, quand on parle d'adaptation, c'est que si on arrive avec des mots comme plan de conservation, calendrier de plan de classification, tout ça, ce n'est pas des mots que les gens connaissent. Si on leur dit, on va classer vos documents selon vos processus d'affaires, puis selon vos activités, déjà, ça parle plus. Puis leur dire, ben il faut garder les documents un certain temps, puis d'autres qu'il ne faut pas garder un certain temps pour plein de raisons. Puis on peut donner des raisons assez rapides. On n'est pas obligé de leur sortir la loi des archives, puis la loi sur la technologie de l'information, puis la loi des accès. On peut y aller. Puis moi, je dis toujours, si on ne peut pas expliquer à un enfant de 7 ans comment faire une chose, c'est qu'on ne comprend pas nous-mêmes ce qu'on fait. Fait que je pense qu'il faut y aller, puis il faut adapter notre langage. Puis le plan classif, puis le calendrier, là, comme disait Philippe, ça s'automatise. Oui, c'est ça. Les gens ne vont même pas s'en rendre compte. Eux, ils vont passer dans une activité, puis ça va s'attacher. Ouais. Les gens vont être contents, puis l'archiviste va être content. Fait que, à un moment donné, il faut... C'est exactement ce que je veux dire, c'est que en fait, un utilisateur, il n'a rien à faire du plan de classification et du calendrier de conservation. S'il rentre la facture, là, à un moment donné, on sait qu'on la garde 7 ans, il l'a rentrée dans un endroit et on sait que cette facture va être taguée comme facture et on sait qu'on doit la conserver 7 ans et qu'on a décidé dans la maison de la garder 8 ans. Voilà. Automatiser toutes ces choses-là. Non, c'est ça. Puis je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. Tu sais, pendant longtemps, on avait des outils archivistiques développés par des archivistes pour être utilisés par des archivistes. Là, on a des outils développés par des archivistes pour être utilisés par des utilisateurs qui ne connaissent rien à l'archivistique. Donc, à ce moment-là, c'est dans ce sens-là, je dis, il faut adapter ces pratiques. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées, c'est sûr. Puis, on a toujours le plan de classification, on a la classification à facettes, on a comme différents outils qui peuvent tous coexister ensemble. Là. Que si un utilisateur est à l'aise avec la structure hiérarchique, fine, il y a un plan. Si quelqu'un d'autre cherche avec des facettes, fine, il y a des facettes. Donc, on est en mesure aussi de combiner ces outils-là de façon à ce que les utilisateurs puissent facilement accéder à l'information. Là. Je pense que tout ça peut coexister quand même assez aisément. Là. Parfait. Excellent. En fait, autre question.
c'est quoi les bénéfices? Et là, on en a quand même fait plusieurs, donc, et les défis surtout de mettre en place une gouvernance de l'information. Donc, on a commencé, puis après ça, c'est quoi les écueils auxquels on va faire face? Ben, Natacha? en fait, moi, peut-être, je sais pas, peut-être juste avant cette question-là, je pense qu'un des enjeux aussi en termes de gouvernance, on parle beaucoup d'architecture d'information, on parle d'avoir l'utilisateur qui est au cœur de notre démarche au sein de la gouvernance, de prendre en compte les différentes perspectives. Mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est ressorti d'une étude qu'on a fait, il y a aussi le fait que la gouvernance, ça repose bien souvent sur des outils de gestion. Si on parle de mesurer la performance, on parle de l'évaluation, on parle de se développer un plan stratégique qui est arrimé au plan stratégique organisationnel. Donc, on parle d'analyse des processus. Donc, tous ces outils-là aussi qui doivent être mis en place au sein d'une gouvernance. Donc, d'avoir une approche qui est plus gestion, plus business finalement au niveau de la gestion d'information. Et dans l'étude qu'on avait faite, c'était un des défis ça, qui était rencontré. Que les gens ne savaient pas c'est quoi la démarche que je dois faire pour montrer la valeur ajoutée de mes activités. Ma performance est où? Tu sais, on parle souvent qu'en archivistique, le retour sur investissement il est lent à arriver. Bon, mais comment je fais pour le démontrer? C'est quoi ma plus-value? Puis c'est quoi mes activités à valeur ajoutée? Donc, il y a ça, je pense, qu'au niveau des défis, de se reposer sur des outils de gestion qu'on est plus ou moins des fois familier, était un défi finalement qui était montré là, au niveau de la gouvernance. Chantal? En fait, ça prend des indicateurs. Ça prend des indicateurs de performance, puis ça prend aussi de la reddition de compte. Donc là, je fais du push à ce que vient de dire Natacha, c'est qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la gestion de l'information, c'est pas juste prendre un paquet de documents puis s'amuser à les classer, s'amuser, puis c'est pas péjoratif, là, mais à les classer pour qu'ils soient conservés puis qu'on puisse les retrouver, etc. C'est plus loin que ça. Là, c'est une question de performance, une question, on a beaucoup trop d'informations. Ça nous prend énormément de métadonnées. Heureusement, on en a de plus en plus qui sont automatiques. Il faut mettre là-dedans une cohérence et une transparence. Donc, pour faire tout ça, ça prend vraiment une culture. Je pense que ça prend une culture numérique. Donc, si on parle de gouvernance numérique, ça prend d'abord une transformation numérique. Et une transformation numérique, mais j'inclus quand même le papier là-dedans. Je parle vraiment à haut niveau. Mais plus numérique parce qu'on sait que c'est là où on est moins habitué. Hein. On s'entend que faire la gestion de documents papier, on est excellent. Dans le numérique, bien, on a encore des choses à apprendre, puis je pense qu'on a encore des choses et ça évolue extrêmement vite. Et il faut s'attendre aussi du côté formation et du côté développement professionnel. On ne peut plus sortir de l'université et dire bien, je vais faire cet emploi-là à partir du jour X avec les connaissances que j'ai reçues tout le long de ma vie et ne pas devoir apprendre encore, ne pas devoir faire de la veille, ne pas devoir poursuivre dans son cheminement professionnel. Moi, je pense que c'est impossible. C'est sûr que si tu es prof d'histoire, tu enseignes la même histoire, c'est un peu plus facile, mais je pense qu'on est de plus en plus dans les technologies de l'information. Ça va extrêmement vite. Il faut s'adapter tout le temps. Puis je pense que la gestion de changement, avant de l'enseigner à nos clients, il faut d'abord se l'enseigner à soi-même. Il faut se la faire subir, en fait. Il faut se la faire subir, puis il faut être soi-même dans ce mouvement-là. Donc, si nous, on est nous-mêmes réticents au changement, oubliez ça, on ne sera pas capable de passer le message à nos clients. Donc, je pense que la gouvernance du numérique, comme je disais, est intrinsèque à la gouvernance de l'entreprise. Puis, c'est là où l'utilisateur reprend un peu ses droits. Hein. Comme disait Natacha, longtemps, ben, c'était tout géré par l'archiviste ou la personne de gestion documentaire. Aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui gère ses documents. Donc, nous, notre travail, c'est pas nécessairement, en tout cas, je vais peut-être dire quelque chose qui va faire sauter tout le monde, mais c'est pas nécessairement de gérer les documents, c'est de gérer l'utilisateur qui gère les documents. Donc, en bout de ligne, on va gérer les documents, mais il faut aussi il y a un côté accompagnement humain qui est hyper important, en fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Si je peux rajouter quelque chose, Natacha a insisté sur la performance parce que la raison d'être d'une organisation, qu'elle soit gouvernementale ou privée, c'est d'être performante pour vendre quelque chose, rentrer de l'argent ou donner des services. Moi, j'ai à cœur de toujours mettre les choses au bon endroit, c'est-à-dire que ce qui est gestion de l'information, gestion documentaire, etc., est au service des processus. Celui qui lead, c'est le processus. Je vais dans le sens de la performance. Et pour que le processus fonctionne, j'ai plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il
il faut que l'utilisateur soit à l'aise et il consacre la majorité du temps pour lequel il est payé à faire la tâche qui est productive et qu'il ne perd pas de temps pour faire un tas d'autres choses comme de la gestion documentaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les systèmes eux-mêmes dans les processus, nos systèmes, soient capables d'aller chercher l'information qui se trouve dans les bases de données et aujourd'hui dans les documents pour ne pas faire appel à un humain et prendre des décisions ou donner à l'humain simplement une décision à prendre. Mais chercher un document, chercher une information dans un processus bien automatisé, ça devrait être fait par l'engin du processus. D'accord? Pas forcément l'humain avec une barre de recherche, etc., comme on travaillait avec le papier autrefois. Et enfin, le dernier point, c'est que on pense à nos utilisateurs au sein de l'organisation, mais il faut aussi faire une gestion du changement avec notre clientèle. La clientèle, c'est ceux qui achètent ou sont les citoyens pour le gouvernement. Il faut se mettre dans leurs chaussons pour regarder un petit peu quelle est la difficulté pour avoir l'information. Et donc, je finis avec les bénéfices, parce qu'on parle de choses qui sont un petit peu pénalisantes. Dans les bénéfices, bien sûr, la performance, ça va passer par réduire les coûts et rentrer plus d'argent ou avoir plus de satisfaction. Ça passe par la qualité du travail des individus et ça passe aussi par l'image de l'organisation. Ça permet de se conformer au cadre réglementaire puis d'avoir une transparence. C'est hyper important d'être capable justement de… C'est un client qui sait que l'information d'une entreprise est de qualité, qu'elle est bien gérée, qu'elle respecte les lois, qu'elle n'est pas hackée, que les données personnelles sont protégées, aura probablement plus tendance à vouloir utiliser cette entreprise-là et ce qu'elle produit. L'image a de plus en plus d'importance. C'est ça. Et c'est là que ça vient jouer justement dans l'éthique de l'entreprise, puis aussi dans son image. Exactement. Et je pense aussi, entre autres, si on regarde l'aspect gouvernemental, on s'est rendu compte que le fax est une technologie encore utilisée et ce type d'outil-là qui est dépassé, disons-le, là, nuit à la qualité de l'information, au transfert d'informations, à la gestion des documents et ça nuit à l'image de marque. Tu sais, c'est ce type de solution-là qui fait en sorte que, par exemple, c'est difficile après ça d'avoir une bonne image et je pense que c'est un peu pour ça que la transformation numérique, la stratégie numérique du gouvernement, bien, un des objectifs, c'est d'avoir à rentrer l'information du citoyen une fois au bon endroit et après ça, bien, que ce soit tout le monde qui accède à cette information-là en fonction de leurs droits, comme vous le dites si bien là, pour la protection des renseignements personnels. Et là, la protection des renseignements personnels devient encore plus importante avec le projet de loi 64 où là, il va y avoir des amendes pécuniaires. Et là, ce n'est pas juste une question d'éthique, ce n'est pas juste une question d'image. C'est une question, bien là, ça fait mal au portefeuille dans l'entreprise qui a laissé passer un leak, etc., etc. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, je pense. François, excusez, je reviens aux questions. Avez-vous des exemples concrets d'organisations qui, selon vous, ont une gouvernance du numérique pleinement efficace et je dirais, moi je rajouterais une gouvernance numérique exemplaire. Avez-vous des exemples à atteindre? C'est notre modèle à atteindre, ce serait quoi? J'ai un exemple que je peux donner, mais je ne peux pas donner le nom de la compagnie. C'est une grande banque en Belgique. Ces gens-là ont voulu faire une vraie transformation numérique. Donc, la direction, ils ont décidé, ils ont dit, on commence la transformation numérique, on rentre par là, on rentre par le téléphone. Donc, ils avaient une orientation client, ils ont dit, on rentre par le téléphone. Ça veut dire qu'ils ont bâti tout leur processus autour du client final par rapport à l'outil mobile. Et à ce moment-là, ce sont les autres processus qui ont dû s'adapter à cette nouvelle religion. Donc, ça ne s'est pas fait en 3 mois. Ça ne s'est pas fait sans larmes, mais c'est la façon dont ils ont opéré. Et en l'espace de 18 mois, ça a été mis en œuvre et c'est un succès pour tout le monde. C'est un succès pour l'entreprise, pour la sécurité, la gouvernance de l'information et c'est un succès commercial puisque les clients, ils ont fait un bond en avant
en disant ben, j'arrive, je passe par mon téléphone et toutes les fonctionnalités dont on rêve, dont on nous parle dans la presse ou à la télévision, ils les avaient. C'est-à-dire que je dis souvent, quand vous analysez un besoin d'un utilisateur dans une entreprise, n'oubliez pas qu'il a ça pour lui et qu'il a tout un tas de fonctions. Donc, il est implicitement frustré de ce que vous lui proposez actuellement. Oui, Chantal. Un petit peu timide parce que, bon, là, je vais faire du push sur ma propre organisation. Puis, bon, souvent, on aime mieux se faire citer par d'autres que de le dire par nous-mêmes. Mais je voudrais dire qu'au niveau, surtout du Québec, je pense qu'Hydro-Québec est vraiment en avance. Bon, je ne pourrais pas vous dire qu'on est à une maturité 5 sur un niveau de 5, mais comme on a une direction maintenant dont une grande partie est de la gestion d'information, et que cette direction-là, il y a également aussi les données personnelles, la protection de la vie privée, sous une seule et même directrice. Du fait que nous aussi, sur le téléphone, vous savez, maintenant, quand il y a des pannes de courant, vous pouvez accéder avec votre téléphone, savoir ce qu'il y en est, combien de temps et tout, savoir ce qui se passe. On a ILO qui vient d'être sorti pour la maison intelligente, pour pouvoir gérer votre électricité en temps réel. Tout ça, je pense que niveau technologique, on est quand même très avancé et au niveau conformité, au niveau d'avoir une direction, une vision, une mission en gouvernance, en gestion d'information, je pense qu'on est quand même assez en avance et il y en a plusieurs autres. Là, je pense que c'est facile pour moi de parler de l'organisation pour laquelle je travaille. Mais on est une direction seulement depuis cette année. Avant, on était un peu décentralisé. Les gens faisaient de l'excellent travail aussi. C'est juste qu'il y avait moins de collaboration et c'était moins facile à ce moment-là d'avoir vraiment un alignement là, tous dans la même direction. Là, maintenant, depuis janvier, on le voit et avec ce qui est arrivé avec la COVID, le télétravail, tout ça, tout ce qui a été accéléré, on est en plein déploiement de Teams. Donc, tout a été chamboulé, mais accéléré à une vitesse grand V et ça fonctionne très bien. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, mais il y a sûrement beaucoup d'autres entreprises de ce type-là aussi. Donc, je peux vous dire que chez nous, et c'est pour ça que je suis probablement encore très là, il y a encore du boulot à faire, mais c'est sur la très bonne voie. Question pour essayer de passer un peu les autres questions que dans le Q&A. Jasmin demande, est-ce que la gouvernance numérique et le rôle des archivistes passent automatiquement par un partenariat inévitable avec les TI? Je pense que ça serait une question oui ou non à répondre. Là. Totalement. C'est essentiel. Ben oui, dans le sens où il y a des bases de données qui sont dedans. C'est eux qui administrent les bases de données. Il y a un volet de sécurité. Enfin, ils sont incontournables, comme beaucoup d'archivistes souhaiteraient que les archivistes soient incontournables. Moi, je pense qu'ils sont complémentaires. Vous pouvez le voir comme une complémentarité. C'est vraiment... Non seulement les TI, je sais que lorsqu'on parle de gestion d'information, on parle beaucoup des TI, mais il ne faut pas oublier non plus les autres acteurs qui gravitent autour, là, ouais. avec qui des collaborations étroites doivent être développées, là, pas juste les TI, mais il y a tout le volet juridique aussi, où on doit avoir des collaborations très étroites. Peut-être que les collaborations sont peut-être plus faciles à établir selon les milieux, mais il ne faut pas oublier non plus, là, il n'y a pas juste les TI, mais il y a des collaborations vraiment avec plein d'autres professionnels dans une gouvernance. Donner accès à l'information, oui, protection du privé, que ce soit même ressources humaines à la rigueur, développement des compétences, le stratégique. Des fois, la transformation numérique n'est pas nécessairement gestion d'information. Il faut aller chercher des liens là aussi. Acquisition. Il ne faut pas dénaturer la question. La question, c'était est-ce que les TI ont à voir là-dedans? La réponse, c'est oui. Est-ce que les TI doivent avoir le lead? La réponse, c'est à chaque organisation de le décider. Mais si les TI ont le lead, ils vont avoir juste une partie du spectre. Donc, Natacha le précise, il s'agit d'un spectre. Peut-être qu'il faut une direction de la gouvernance, pourquoi pas, comme le cite Chantal par rapport à Hydro, finalement. Et je pense que ça prend, c'est ça. Le lead ne doit pas être ni chez GI, ni chez TI. Ça doit être pluridisciplinaire, puis ça doit être au niveau vraiment de la gouvernance d'entreprise. Et effectivement, et je pense qu'en plus, si les TI sont incontournables, l'objectif pour les archivistes, pour les gestionnaires de documents, c'est qu'eux aussi soient perçus comme incontournables, que leur crédibilité soit bâtie autour des services qu'ils peuvent rendre et des bénéfices ultimement qu'ils peuvent rendre à l'entreprise. Pour contribuer au chiffre d'affaires si on est en mode entreprise ou au service citoyen si on est en mode gouvernemental,
mais il ne faut pas qu'on soit perçu comme un centre de coût. Non. Donc, il ne faut pas qu'on soit une dépense pour l'organisation, il faut qu'on soit un complément à la croissance, si on va l'appeler comme ça, pour être capable de vendre et de devenir incontournable, en fait. Moi, je dirais plus qu'un complément à la croissance, je dirais un garant de la croissance. Oui. Parce que si je ne suis pas conforme, comme tu l'as dit, Charles, je vais avoir une amende telle que je vais perdre tous mes profits sur les trois dernières années. Si je ne trouve pas un document, ça va être pénalisant parce que pour telle et telle raison, etc. Donc, c'est plutôt un rôle de garant que de contribuer. C'est difficile de transformer l'activité archivistique en un outil de production. Ah, ça, on pourra en parler, ça sera pour un autre débat, mais ça, on pourra en parler, comment développer des documents pour en faire Si le profits. système, lui, garantit qu'au lieu de perdre 20% au lieu de passer 20% de mon temps à chercher des documents, je ne passe plus que 5%, là, c'est une démonstration flagrante que le système a organisé les choses. Quand je cherche un document, je le trouve et par le fait même, je peux réduire mes effectifs de 10 à 15%. Ou pas nécessairement réduire les effectifs, mais que les effectifs se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée, comme tu le mentionnais, Philippe, tantôt. Oui, tout à fait. Enlever le chronophage, là, ce qui est trop chronophage, puis ce qui n'a pas de valeur ajoutée, ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question d'automatisme. Donc, tout ce que les gens font de façon très, très automatique, on sait qu'on peut aujourd'hui les rendre automatisés. Mais nonobstant le fait d'avoir une amende, moi, je pense qu'il y a un gros côté éthique qu'on voit de plus en plus chez les entreprises et les organisations, puis aussi un gros côté confiance et transparence. Avoir confiance que ce soit le gouvernement ou que ce soit une entreprise. Il y a l'utilisateur ou le client ou tout simplement monsieur, madame, tout le monde, si on n'a pas confiance en notre gouvernement parce que, bon, il gère très mal l'information. On a vu beaucoup de cas, je ne veux pas tous les nommer, mais je pense qu'il y a les deux côtés. Donc, en matière de confiance, je dirais qu'il faut que les patrons ils aient confiance en la façon dont on archive les documents. C'est-à-dire que le jour où il pourrait avoir un contentieux et qu'il arrive au niveau de la cour à discuter, il faut qu'il soit sûr que le document qu'il présente est bien l'original ou l'identique à l'original d'il y a 5 ans en arrière. Donc, il y a des contraintes auxquelles il faut faire attention par rapport aux manières dont on stocke les documents et aux manières dont on les manipule. Je vous rappelle que vous avez l'obligation d'être capable de démontrer que le document est identique à l'original parce que vous avez tout l'historique de ce document depuis 2015, date de sa création ou de sa réception. C'est un élément qu'on oublie souvent, mais c'est majeur. Aujourd'hui, il y a peu de problématiques de documents en cours, mais demain, avec la législation, etc., il va falloir que nous soyons tous capables de dire l'ensemble des documents que j'ai dans ma voûte, quelle qu'elle soit, l'ensemble de ces documents est conforme à la réglementation et je peux garantir qu'il conserve sa valeur probatoire. Qu'il soit de qualité, qu'il soit intègre, authentique. Tout. Mais que j'ai la démonstration que ce n'est pas quelqu'un qui l'a pris, modifié, réenregistré en changeant l'horloge, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Par contre, lorsqu'on a un système fiable qui trace la totalité de ça et des règles fiables qui consistent à ne pas déplacer tout le temps les documents d'un système à un autre, eh bien à ce moment-là, je suis capable de démontrer que j'ai un original. Et nonobstant le système, si on a des experts qui justement peuvent prouver cette fiabilité, qu'ils ont bien sensibilisé les utilisateurs à toutes ces notions-là, parce que le système ne fait pas tout seul, on le sait très bien, là, on a ce qu'on appelle souvent en langage informatique les codes 18, là, la personne qui est à 18 pouces de l'écran. Et pour moi, peu importe, nonobstant le système, si les gens ne sont pas formés, si les gens ne sont pas sensibilisés, s'ils ne suivent pas certaines règles, ils ne sont pas conformes à certaines choses, ils vont le craquer, le système. Il n'y a rien de mieux qu'un humain pour faire n'importe quoi, même avec le système le plus fiable au monde. Donc, je pense que ça prend les deux. Ça prend un très bon système informatique, oui. Donc, on a besoin des technologies de l'information et les informaticiens, c'est leur domaine et on leur laisse parce qu'ils sont très bons là-dedans. Mais on doit être là aussi pour s'assurer que c'est les bonnes métadonnées dans ce système-là, que les documents sont bien conservés, qu'ils sont bien nommés, qu'ils sont intègres, qu'ils sont de qualité, qu'on soit capable de les retrouver. Puis là, Dieu sait, les données confidentielles et personnelles, ce sont deux choses différentes, mais qu'on ait des accès ciblés, mais aussi que la personne qui
utilisent le système soient sensibilisés, soient formés à le faire. Parce que sinon, les failles qui ont eu lieu dernièrement dans les données personnelles, ce n'est pas un système qui a lancé des données personnelles en dehors de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est allé les chercher qui les a sortis. C'est un humain qui... c'est un humain. Ouais. Moi, je veux rajouter quelque chose parce que c'est des sujets qui sont importants. La majorité des sinistres en matière de perte de documents ou autres sont dus à des gens de bonne volonté, pas à des malfaisants. La grande majorité, c'est de la maladresse. J'avais un souvenir la plus grosse catastrophe archivistique. Elle avait eu lieu en France aux Archives nationales parce qu'un stagiaire avait effacé un répertoire. Il ne savait pas qu'il y avait des données, il ne savait pas que c'était le seul endroit où c'était. Le défaut de l'organisation, c'est qu'il n'y avait pas de sauvegarde, de backup. Donc, pour rebondir sur ce que dit Chantal, il faut avoir des systèmes qui nous protègent aussi de la maladresse des individus, pas seulement de la malveillance, parce que la malveillance, on l'anticipe un peu, où on a des processus de réactivité. Mais la maladresse, c'est le plus gros danger que l'on peut avoir. Et Charles, tu citais le blockchain tout à l'heure. Effectivement, la blockchain peut être une des avenues pour protéger, verrouiller un document, de sorte qu'on va pouvoir comparer dans 5 ans que c'est la même, j'ai cette trace de ce document et c'est le bon document. Donc ça, je vous invite à investiguer là-dessus. Je peux vous donner de l'information si vous voulez, mais j'ai une forte sensibilité en ce moment là-dessus parce que on a vu par le passé qu'avec des solutions connues du marché, de différents éditeurs, il y a des ruptures en fait en faisant une migration ou en faisant un déplacement. Le dernier point, c'est que si j'indexe la totalité de mes documents et que je cherche les versions et que je trouve des doublons, je risque d'effacer celui qui est l'original pour ne garder que sa copie qui n'a pas la même richesse informationnelle. Voilà. Ça prend les deux. Ça prend vraiment les deux. Ben, c'est ça. Exactement. Et là, je vois le temps avancer. Il nous reste 3 minutes, en fait. Okay. Et je dois avouer que Chantal, Natacha et Philippe avaient fait une rencontre avant pour couper dans le gras dans les questions parce que moi, j'avais beaucoup trop de questions, visiblement. Là. Et je vous avoue que merci d'avoir fait ça. Mais le sujet est riche. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas réussi à répondre. Donc, le rôle, comment améliorer la collaboration avec les TI, etc., etc. Donc, on n'a pas le temps de tout y répondre. Par contre, ce qu'on pourrait faire, si jamais vous trois vous êtes intéressés, on pourra remettre un autre événement et on pourra préparer les questions d'avance. Donc, on pourra faire un sondage sur les questions et après ça, répondre à ces questions-là comme un question et réponse qu'on avait fait au mois de mai. C'était sur Microsoft à l'époque, mais on pourra faire exactement le même événement. Et et aussi, je pourrais répondre peut-être à des courriels par la suite. Donc, ça pourrait être un autre moyen pour répondre à d'autres questions. Un grand merci à vous trois de votre volubilité, de votre expertise également. Ça a été super intéressant. Je n'ai même pas vu le temps passer. J'ai eu de la misère. Tu sais, il y a eu 9 questions. J'ai eu de la misère à gérer les questions parce que je vous écoutais. Donc, un grand merci. Merci beaucoup à tout le monde, ceux qui ont participé. Et je vous souhaite une bonne rentrée, que ce ne soit pas trop éprouvant et que ça se passe bien finalement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et, merci. Bien, merci de l'invitation. D'être dans ce beau domaine qui est la gestion de l'information. Oui. Et comme Chantal, je pense qu'on disait, ce qui arrive actuellement est une immense opportunité. Il suffit juste de la saisir pour être capable de faire avancer votre gestion documentaire dans votre organisation. Donc là-dessus, bonne fin de journée. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.